Exceptionnellement au siège de la Chambre régionale des comptes rue Alexis de Villeneuve. Nous sommes avec Pierre Moscovici. Bonjour, bonsoir Monsieur Moscovici. Bonsoir. Alors, merci infiniment de nous accorder un petit peu de votre temps. On m'a dit une quinzaine de minutes, emploi du temps très chargé parce que vous êtes arrivé hier, jeudi, et vous reprenez l'avion ce soir pour Paris. Je rappelle très rapidement, mais Bobby vient de le faire également, que vous êtes le premier président de la Cour des comptes. Vous avez été conseiller général, conseiller régional, député européen, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin sous Chirac, ministre de l'économie et des finances du gouvernement Ayrault sous Hollande. Alors, on va arriver au vif du sujet. L'une des principales missions de la Cour des comptes, on le sait, c'est le contrôle de la gestion de l'argent public, c'est-à-dire l'argent des contribuables, l'argent de nos impôts. Est-ce qu'on peut dire que les deniers publics sont bien gérés aujourd'hui en France ? Bien géré, après on ne peut pas penser de jugement général. Ce qui est sûr, c'est que nos finances publiques, elles, sont dans un état que je vais qualifier de préoccupant. Nous avons trop de déficits, nous avons trop de dettes, nous avons trop d'impôts. Nous sommes dans une situation qui n'est pas favorable à l'échelle de l'Union européenne. J'ai aussi été commissaire européen pendant quelques années en charge des finances. Et donc nous devons maintenant faire un effort pour les remettre d'équerre. Il faut être sérieux. Nous avons eu le quoi qu'il en coûte après la crise Covid. Nous avons poursuivi par un quoi qu'il en coûte énergie, un quoi qu'il en coûte inflation. Maintenant, on est au pied du mur. Et il faut vraiment réduire nos déficits et maîtriser notre dette, parce que sans quoi on est appauvri. Si vous achetez une voiture, si vous achetez un appartement, si ça vous coûte de plus en plus cher et si c'est de plus en plus lourd dans votre budget, vous avez de moins en moins pour faire autre chose. Et donc on a besoin de retrouver des marges de manœuvre. Alors après, la France est plutôt un pays qui a un État, des collectivités locales, une sécurité sociale, un modèle social qui est de qualité. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il s'agit de dire qu'on doit limiter maintenant cette exubérance qui s'est produite ces dernières années, et puis qui en fait dure depuis longtemps, parce que ça fait 50 ans qu'on n'a pas voté dans notre pays un budget en équilibre. Vous l'avez dit, en déficit, effectivement, je veux dire, plus de 150 milliards d'euros, 5,5% du PIB, produit intérieur brut. La dette s'élève à 3 000 milliards et 200 millions d'euros, 111% du PIB. Mais c'est dû à quoi? Est-ce qu'on peut parler de gaspillage, de dérapage financier? Alors d'abord, nous avons, et ça c'est historique, une préférence pour la dépense. Et cette préférence, elle est collective. Ça a été la gauche, ça a été la droite, c'est le centre. On répond beaucoup dans notre pays à un problème par une dépense. Et on a un attachement au service public, et ça c'est formidable. Mais j'ai envie de dire, 56-57% de dépenses publiques dans le PIB, c'est énorme, c'est 8% de plus que dans n'importe autre pays de l'Union européenne. Pourquoi pas? Pourquoi pas à une condition? C'est qu'on se dise que les services publics sont de qualité. Autrement dit, que l'école fonctionne, que l'hôpital fonctionne, que la politique du logement soit efficace. Et on constate malheureusement qu'il y a une espèce de hiatus. On dépense toujours beaucoup, on dépense de plus en plus, parce que la dépense publique elle a crû de quelques 300 milliards d'euros depuis 2019. La dette publique elle a crû de 900 milliards d'euros. Et la dépense publique hors crise Covid, je ne parle pas que de la crise Covid. Et pour autant, nos concitoyens ne sont pas toujours satisfaits de leur école. Ils voient que dans les classements PISA, on recule. Ils voient que l'hôpital public, qui est plutôt d'ailleurs de bonne qualité à La Réunion, c'est inégal dans certains territoires. Il y a des manques. Ils voient que la politique de logement n'est pas efficace. Et donc, je crois qu'il faut arriver à remettre les choses un peu en harmonie. Je ne suis pas du tout un partisan de l'austérité. Je ne l'ai jamais été. L'austérité appauvrit. En revanche, je crois qu'il faut de bonnes finances publiques pour faire de bonnes politiques publiques. Aujourd'hui, dans une période très particulière, où on a besoin d'investissements pour l'écologie, pour la transformation écologique, l'adaptation au changement climatique, pour le numérique, pour l'innovation, pour la recherche, pour être compétitif dans cette économie mondiale. Et ici, on est dans une zone particulièrement sensible dans le monde, stratégique pour le monde. Et pour tout ça, on a besoin d'argent pour investir. Mais comment voulez-vous investir sur des dettes? Tout à fait, Moi, oui, je ne sais pas le faire. Effectivement. Et les services publics qui fonctionnent, vous l'avez dit tout à l'heure, de moins en moins bien. J'ai presque envie de vous poser la question de façon avec un langage un peu familier. Ça craint si ça continue. Est-ce que la France sera encore en mesure de payer sa santé? Les hôpitaux publics, on le sait, sont en déficit également. Est-ce qu'elle sera en mesure de payer le RSA, les prestations sociales? Qu'est-ce qui va se passer? Non, ma réponse est oui. Je ne suis pas du tout catastrophiste et je ne suis pas là un Cassandre. Je ne suis pas en train de dire que la France est en train de décrocher. Je ne suis pas en train de dire que notre dette n'est pas soutenable. Et nous avons de la chance. Nous sommes un pays respecté, un grand pays. Nous sommes encore un pays membre du G7. Nous sommes la 7e économie du monde. Nous sommes un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, une puissance nucléaire, une puissance qui compte. Et donc on fait confiance à la France. Oui, mais si on décroche sur les finances publiques, ce qui est en cause,
ce n'est pas le financement immédiat de nos services publics, c'est notre crédibilité dans le cadre européen. Et c'est aussi notre capacité à agir pour rester justement au top de l'économie mondiale. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis, pour faire de bonnes politiques publiques, il faut de bonnes finances publiques. Commençons par remettre notre maison en ordre, et ça nous aidera à affronter les investissements nécessaires. Donc, je ne veux pas du tout dire que rien ne va plus. Pas de catastrophisme. Non, aucun catastrophisme. Ce n'est pas mon rôle, et ce n'est pas mon tempérament, et ce n'est pas ce que je vois. D'accord. Mais alors, vous savez que je vous rappelle une expression de François Fillon, je crois que c'était en 2007. Il y avait 2000 milliards de déficit, et François Fillon disait que la France est en faillite. Et je me rappelle d'une expression, votre expression à vous aussi, lorsque vous étiez ministre, vous disiez que non, ça c'était par rapport aux impôts. Donc, voilà, exactement. On va en revenir dans un instant. Parce que moi j'avais raison, mais François Fillon, non. D'ailleurs, il avait dit... La France en faillite, 2000 milliards d'euros, mais nous en sommes à 3000 milliards. Oui, mais je me souviens très bien de cette phrase qui m'avait fait sourire à l'époque, qui me fait sourire maintenant. Il a dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, lui avait dit d'abord, tu n'es pas la tête de l'État, puisque c'était le chef de l'État, c'était Nicolas Sarkozy. Il n'était pas la tête. Et puis la France n'était pas en faillite. La France n'était pas en faillite avec 2000 milliards d'euros, elle n'est pas en faillite avec 3200 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'elle réussit à placer sa dette. Elle trouve des créanciers, des financeurs, qui sont d'ailleurs souvent à l'étranger. Parce que notre dette, elle n'est pas détenue par des nationaux, elle est détenue en majorité maintenant par des créanciers étrangers. Et on fait confiance à la France. Donc c'est comme une boîte, tant qu'on lui fait confiance, elle n'est pas en faillite. Donc arrêtons de jeter ce discrédit sur notre propre pays. Moi, ça m'insupporte. Je suis patriote, je l'ai toujours été, dans des fonctions politiques, je suis maintenant comme haut magistrat. Mais en revanche, ce qui est exact, c'est qu'avec 300 milliards d'euros de dette, 3000 milliards d'euros de dette, comme avec 2000, on est moins autonome, on a moins de capacité à agir, on a moins de souveraineté en un mot. Et si on veut rester complètement souverain, c'est-à-dire maître de notre destin, si on veut être capable de faire les investissements qu'il faut pour notre futur et celui de nos enfants, alors il faut retrouver une souveraineté aussi sur nos finances publiques et donc une marge de manœuvre. Et évidemment, là pour le coup, on en a encore moins avec 3200 milliards d'euros qu'avec 2000. Ouais. J'allais vous demander comment faire pour réduire justement ce déficit, pour remettre les comptes, les finances au vert, pour ramener les finances dans le vert. Forcément, est-ce que ça veut dire qu'on va passer par une augmentation des impôts? Alors d'abord, on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Il ne faut pas raconter l'histoire. J'ai dit que je n'étais pas pour l'austérité, autrement dit, je ne suis pas pour une espèce de cure ou de coupe brutale. Ça n'aurait qu'un effet, ça mettrait l'économie à plat et nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de croissance. Et justement, pardon d'être un peu pédagogique, il y a trois façons de réduire un déficit. Vous savez, les finances publiques, c'est très simple. Il y a ce qui rentre et il y a ce qui sort. Première chose, il y a la croissance. La croissance économique, c'est elle qui porte les recettes. Quand vous avez plus de croissance, plus de produits, plus de revenus, vous avez plus d'impôts qui rentrent. Et donc, il ne faut surtout pas casser la croissance. Il faut garder les moteurs de notre croissance, à la fois endogène, exogène. Ici, à La Réunion, il faut garder les moteurs de la croissance et du développement de cette île. Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut préserver la croissance et ne pas la casser, donc éviter de faire des économies sur ce qui est facteur de croissance. Deuxième chose, les impôts. Les impôts, vous avez plus d'impôts, donc forcément, à ce moment-là, le déficit diminue. Mais vous commencez à citer une phrase que j'ai prononcée moi-même quand j'étais ministre. Trop d'impôts, ras-le-bol. Quand Chirac avait dit trop d'impôts, tue l'impôt. J'avais dit ras-le-bol fiscal. Oui. Et d'une certaine façon, je la maintiens parce que non seulement on a le plus haut niveau de dette de l'Union européenne, non seulement on a un des plus hauts niveaux le plus haut niveau de dépenses, non seulement on a un des plus hauts niveaux de dette, mais on a aussi le plus haut niveau de prélèvements obligatoires. Et les Français, ils les payent les impôts. Et ils ont le sentiment, c'était très bons contribuables les Français. Excellent. Il y a de la fraude, mais vraiment, les impôts rentrent. Heureusement d'ailleurs. Mais ils disent non, pas trop, pas plus. Et donc, augmenter massivement les impôts, et notamment augmenter les impôts sur la consommation, augmenter les impôts sur les classes moyennes, je pense que ce serait une très mauvaise idée, parce que ça créerait d'abord une forme de révolte, et puis parce que ça, là aussi, appauvrirait l'économie. En revanche, il n'est pas interdit de réfléchir à l'impôt. On pense par exemple à l'impôt sur les fournisseurs d'énergie, ce qu'on appelle les rentes inframarginales. On pense, je vois qu'il y a un débat sur les super profits. Voilà, exactement. Gabriel Attal a dit qu'il n'avait pas de position dogmatique sur la question. Je pense qu'il ne faut pas avoir de position dogmatique, il faut regarder de façon très concrète de quoi il pourrait s'agir et comment on pourrait faire. Ça pourrait être pas quelque chose de considérable. Il ne s'agit pas de rétablir l'impôt sur la fortune. Ça, j'ai compris que le gouvernement ne le souhaitait pas. Il s'agit éventuellement de réfléchir à ce qu'un rapport commandé à un économiste qui s'appelle Jean Pisani-Ferry et une économiste qui s'appelle Selma Mahfouz
sur la transition écologique dit, à savoir qu'on pourrait envisager par exemple une contribution temporaire, exceptionnelle, des plus hautes ou les plus grandes fortunes pour justement financer la transition écologique. Ce n'est pas une proposition que je fais, je dis que simplement, dans une situation comme celle-ci, il ne faut pas de tabou. Et donc il faut être capable de réfléchir en ouvrant grand tous ces hémisphères cérébraux. Et enfin, la troisième façon pour réduire le déficit, si vous n'avez pas beaucoup de ressources sur les recettes, et il n'y en a pas énormément, il ne faut pas raconter que c'est les impôts qui vont tout seuls suffire, ce ne serait pas bien. Non, c'est de maîtriser la dépense publique. Et quand même, on a 57% de dépenses publiques dans le PIB. Et ceux qui nous écoutent et les autres savent très bien que tout ne marche pas. Donc, on peut, en étant intelligent, trouver des sources et des lieux sur lesquels on peut faire des économies. D'accord. Donc, on a bien compris le message. De toute façon, c'est le message du gouvernement également. Je ne représente pas le gouvernement. Non, tout à fait. Mais il faut se serrer la ceinture. Non. Pas serrer la ceinture. Vous savez. Il faut faire des économies. Faire des économies. Il faut savoir de quoi il s'agit. Notre dépense publique, elle a augmenté massivement ces dernières années. Massivement. De quoi qu'il en coûte, mais vraiment énormément. Notre dette, elle a augmenté énormément. Il ne s'agit pas de diminuer la dépense publique. Il s'agit de faire en sorte qu'elle croisse moins, de mieux gérer notre argent. Un père de famille, une entreprise sait le faire. L'État, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale doivent le faire. Sinon, pourquoi ces collectivités publiques seraient-elles à l'écart des règles de bonne gestion que chacun s'applique? On va forcément toucher au portefeuille des ménages. On va toucher déjà là par rapport à ce que votre rapport que vous avez rendu public, la Cour des comptes le 5 mars. On va peut-être toucher au portefeuille, aux finances des collectivités locales. En tout cas, il y a une levée de bouclier à La Réunion concernant ce rapport publié le 5 mars. Et ça concerne l'octroi de mer. D'accord? Donc vous le savez, puisque vous avez rencontré plein d'élus depuis votre arrivée hier. Ils ne veulent pas qu'on touche à l'octroi de mer. Alors, un petit mot, il nous reste 3 minutes. Je ne dirais pas qu'ils ne veulent pas qu'on touche à l'octroi de mer. Ils ne veulent pas qu'on touche bêtement à l'octroi de mer. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, ça tombe bien non plus. La Cour des comptes n'a pas dit qu'elle voulait supprimer l'octroi de mer. La Cour des comptes n'a pas dit qu'elle voulait remplacer l'octroi de mer par une TVA régionale. La Cour des comptes n'a pas dit que l'octroi de mer était responsable seul de la cherté de la vie à La Réunion. La Cour des comptes a dit qu'il y avait une nécessité de réformer cet impôt, parce qu'il ne finance pas justement assez d'investissements, assez d'infrastructures, assez de développement, parce qu'il est trop compliqué, pas assez transparent. Et tous les élus que j'ai rencontrés, je dis bien tous, conviennent qu'il y a des améliorations possibles. Donc moi je ne plaide pas pour une méthode brutale, je dis pas de statu quo, je dis une réforme intelligente, concertée, qui garantisse les finances des collectivités locales et à travers ça l'action qu'elles mènent pour les Réunionnais. Voilà ce que je dis, et ça doit se faire à travers une force de proposition qui vient du terrain. Et ça, j'y insiste parce que ça me paraît très important. Il ne faut jamais être réactif. Il faut toujours être actif. Il faut être force de proposition. Il y a ici suffisamment d'intelligence collective pour proposer quelque chose qui, à partir de l'octroi de mer, soit un impôt qui s'appelle toujours octroi de mer, et qui soit plus adapté aux réalités économiques et sociales de l'île, et aussi qui permette de mieux lutter contre la vie chère. Qui ne privera pas les collectivités, par exemple, de l'enveloppe de près de 600 millions là, actuellement qu'elles perçoivent? Mais c'est la base. Et d'ailleurs, encore une fois, il ne faut pas faire la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes un procès qui serait injuste, puisque nous le disons. Nous disons de manière extrêmement précise, non, il ne s'agit pas de réduire les ressources des collectivités locales, il faut qu'elles soient garanties. Et tout mécanisme réformé doit d'abord garantir les ressources des collectivités locales, parce que derrière les collectivités locales, et tous les élus me l'ont fait observer, au département, à la région, à la mairie de Saint-Denis, avec l'association des élus de la Réunion, ça c'est les écoles, c'est les cantines scolaires, c'est le bien-être, c'est l'aide à la petite enfance, c'est la protection sociale, tout ça, ça doit être vraiment maintenu. Une dernière question, Monsieur le Président. On parle beaucoup d'octroi de mer. Est-ce que le sujet de la surrémunération, justement, dans cette perspective de recherche d'économie, la surrémunération pourrait revenir sur la table un jour? Est-ce qu'on vous a commandé déjà une étude, une analyse? Alors, d'abord, première chose, je ne représente pas le gouvernement, je représente une institution indépendante et on ne me commande rien. Si, le gouvernement m'a demandé une revue de dépenses sur le financement des collectivités locales et sur l'assurance maladie. Et ça, je la rendrai en juin. Mais en l'occurrence, non, nous ne travaillons pas là-dessus. Et j'ai dit tout à l'heure un certain nombre de principes. Ne pas casser la croissance, ne pas casser la cohésion sociale, faire des économies intelligentes. Alors après, je ne veux pas me prononcer sur le cas précis que vous dites, mais enfin, ça ne me paraît pas une cible qu'il faut privilégier. Je crois que c'est très important aussi de faire des économies que la population puisse comprendre, parce qu'elles ne touchent pas justement à ce qui est essentiel pour elle. Un retour en politique, c'est ma toute dernière question. Vous y avez pensé? Pas tant que je serai à la Cour des comptes. Voilà. Mon mandat n'est pas fini, loin de là.
Après, j'aurai une autre vie, je serai un homme libre, mais ce n'est pas pour demain. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin.